Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées également et qui nous suivent en streaming. Donc je suis Nathalie Leclerc, responsable ici de la mission Enjeux et défis informationnels et je souhaite la bienvenue à cette journée d'études intitulée Consommer l'info avec modération. Je ne vais pas parler très longtemps, je vais juste rappeler quelques éléments un peu d'organisation. Donc c'est une journée qui est organisée en partenariat avec l'INSPE, avec le soutien du ministère de la Culture. Et on va passer une journée ensemble avec assez... Alors, on parle de consommer l'info avec modération et de frugalité, mais ça va être une journée néanmoins assez intense, puisqu'on a ce matin deux conférences qui vont, avec une conférencière et un conférencier qui vont bientôt vous être présentés. On a les étudiantes et les étudiants du Master CIB qui se mobilisent également pour présenter un travail qu'ils ont mené toute l'année avec l'équipe pédagogique de leur master. Et cet après-midi, après une pause déjeuner de 13h à 14h, je ne sais plus exactement les horaires, mais ils sont en ligne sur le programme, et bien on aura une table ronde, donc voilà, des interventions assez diversifiées, avec des points de vue très différents, de la recherche, des professionnels, des personnes qui sont dans la médiation de l'information. Donc on espère que vous allez apprécier tout cela. Et deux dernières informations techniques. La première, c'est qu'après la première conférence, nous avons à nouveau une petite pause café, justement pour alléger un peu l'intensité de la matinée. Et dernière information, alors là vraiment purement administrative, les personnes qui auraient besoin d'une attestation de présence, on en a imprimé des exemplaires, on vous les remplit avant que vous partiez, comme ça vous repartez avec, et nous on a rempli les formulaires nécessaires. Voilà, donc consommer l'info avec modération, point d'interrogation. Je vais passer le micro à Suzanne Kovacs, la directrice de la recherche LNCIB, qui va vous dire 3 mots sur cette question et présenter les conférenciers. Oui, merci Natalia. Bonjour à toutes et à tous et ceux qui nous rejoignent en ligne pour cette journée sur la frugalité informationnelle. Effectivement, c'est une question que nous explorons cette année de façon un peu provisoire avec un groupe d'étudiantes qu'on va pouvoir étudier, on va pouvoir écouter aujourd'hui les étudiants restituer un projet d'année sur cette question-là. Et je pense qu'on pourrait dire que cette journée nous permettra de cerner un peu mieux et de comprendre l'injonction paradoxale qui nous traverse nos sociétés aujourd'hui entre le devoir de s'informer pour être bon citoyen, s'informer, être au courant et les injonctions qui nous arrivent sur le fait d'être responsable du point de vue de la transition énergétique, de consommer moins, de consommer mieux. Voilà, donc cette injonction paradoxale, comment est-ce que les individus vivent à travers les expériences et leurs pratiques au quotidien et comment ils gèrent. Alors, il commence à y avoir des recherches maintenant sur les phénomènes d'évitement et de pauvreté informationnelle pour revenir un peu aux bases de ces pratiques et les questionner non seulement du point de vue de ce que les gens font dans leur quotidien, mais aussi un peu l'arrière-fond social qui fait que ces recherches sont moralement traversées par des injonctions diverses et variées. Donc nous avons le plaisir d'écouter en première conférencière Mylène Coste, qui est, donc, comme Nathalie l'a peut-être précisé, donc professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Les recherches de Mylène se focalisent d'une part sur la santé. Donc depuis longtemps, Mylène, corrigez-moi si, donc je parle que sous le contrôle de Mylène, sur la santé, notamment des publications sur l'art-thérapie, mais la santé en lien avec des pratiques informationnelles sur la santé entre autres sur l'alimentation. Mylène a également fait pas mal de recherches et travaille sur la médiation et sur la médiation donc en lien avec le patrimoine et le patrimoine, encore une fois, la santé, le patrimoine hospitalier. Nous allons l'écouter aujourd'hui parler de l'évitement informationnel. Donc à vous Mylène et merci beaucoup.
Bonjour à tous et merci beaucoup à l'ENSIB pour cette invitation. Si vous me voyez regarder en bas, c'est juste parce que moi je vois ce que vous voyez là à mes pieds, donc ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de respecter le timing. Je vous propose donc cette intervention de l'évitement aux stratégies sélectives quand l'expérience informationnelle nécessite une mise à distance. L'idée, c'est de réfléchir avec vous sur l'évitement informationnel et essayer de questionner aussi ce que peut être la frugalité informationnelle. En partant du fait qu'on va penser, pour cette présentation, le rapport à l'information comme une pratique située, évolutive. On essaiera de comprendre pourquoi la sensation de surcharge informationnelle ne peut pas se réduire au niveau d'exposition à l'information. Et on essaiera aussi de montrer pourquoi la saturation émotionnelle qu'un individu peut éprouver, tout comme le canal de diffusion qu'il peut utiliser pour accéder à l'information, auront une incidence très importante sur sa capacité à la fois à recevoir et à s'approprier l'information. On est aujourd'hui dans un contexte de dérèglement climatique, sûrement que Gilles va nous en parler tout à l'heure, mais on est aussi, pour certains, dans un contexte de dérèglement informationnel. En préparant cette intervention, je suis tombée sur une citation de l'ouvrage de Benoît Raphaël qui explique le dérèglement informationnel et ses conséquences, en expliquant que la surabondance d'informations ne crée pas que de l'anxiété, mais qu'elle va transformer l'information en bruit, quand bien même on se retrouve face à une information de qualité. Donc pour cette intervention, je vous propose de prendre appui sur des terrains très différents, que je vais vous présenter tout à l'heure, et d'interroger le pourquoi d'une mise à distance informationnelle et les stratégies qui peuvent être déployées par les différentes catégories d'acteurs. Donc pour ça, on fera une première partie pour essayer qui sera un petit peu plus longue, tant que vous êtes encore frais et un petit peu plus théorique. On va essayer de contextualiser notre rapport à l'information en revenant sur certaines approches théoriques et notamment comment est-ce qu'on peut commencer à partir du concept d'attention pour venir à réfléchir celui d'évitement informationnel. Et en deuxième et troisième partie, on prendra des recherches qui ont été menées très différentes, mais qui permettent de questionner l'évitement et la frugalité informationnelle. La deuxième porte sur une étude menée sur l'expérience informationnelle et l'évitement de l'information en santé. Et la troisième vise à questionner les pratiques informationnelles des étudiants dans leur cadre quotidien, mais aussi dans leur cadre scolaire, c'est pas le terme, académique, voilà, qui s'appuie sur des études qu'on a menées en partenariat avec le SCD de l'Université Paul Sabatier. Donc démarrons cette première partie de contextualisation. J'en profite pour expliquer que ce problème du rapport à l'information et notamment de la surcharge n'est pas nouveau, puisque déjà notre regretté Edgar Morin dans les années 80 parlait du fameux nuage informationnel. Donc on peut, je pense, penser à lui aussi en cette journée d'études et de recherche. Plus récemment, on a le rapport de la Fondation de France qui est intéressant parce qu'il s'est intéressé à la fatigue informationnelle et ils ont essayé de mesurer à la fois la portée, les enjeux et les risques que la fatigue informationnelle pouvait poser chez les individus. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. On peut parler de surcharge informationnelle, d'infobésité, de syndrome de saturation cognitive, autant d'éléments qui, la plupart du temps, ont pour caractéristique de nous empêcher de métaboliser l'information en connaissance et qui, finalement, limitent la compréhension et la décision ou l'agir qui peut en découler. Si on essaie de reprendre de manière assez rapide, mais pour recontextualiser l'évolution de ces terminologies, la surcharge informationnelle est un terme plutôt ancien qui a été mis en avant par Bertram Cross en 1962, avant qu'il ne soit popularisé par Alvin Toffler dans les années 70 et qui devienne un peu plus tard infobésité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que de ces études et de ces concepts, c'est qu'on n'est pas, tous les individus ne sont pas égaux face à l'infobésité.
Ce qui veut dire qu'il est difficile de savoir où elle commence. Pourquoi ? Parce que souvent, vous verrez aussi que dans les terminologies en lien avec le rapport à l'information, il y a des parallèles qui sont faits avec la santé ou avec l'alimentation. Sauf que pour l'obésité, c'est très factuel, hein, ça se mesure avec un IMC. Alors que pour l'infobésité, le rapport à l'information, on n'a pas la possibilité de se faire de ce ratio-là. Ce qui fait que ça pose une limite dans ce concept d'infobésité, puisque son seuil de déclenchement est loin d'être identique d'un individu à l'autre. Concernant le terme de surinformation, on va plutôt le définir du fait qu'il est défini à minima par le fait de recevoir plus d'informations qu'un individu est capable d'en traiter. Et dans les années 2000, plus précisément autour de 97, c'est le concept de COS qui a été mobilisé dans les recherches autour de l'information, Cognitive Overflow Syndrome, ou ce qu'on appelle plus communément en français le syndrome de saturation cognitive. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de tout ça ? C'est qu'on est vraiment dans un contexte de fragmentation, de multiplication des usages dans l'accès à l'information. Par exemple, on a un tiers des Français qui admet devoir faire des efforts pour s'informer correctement. Plus de 1 sur 10 disent faire beaucoup d'efforts. Et cette difficulté est davantage éprouvée chez les plus jeunes et chez les personnes qui tiennent à s'informer de manière régulière. C'est plus d'une personne sur 2 qui se déclare souffrir de fatigue informationnelle, et souvent les personnes les plus fatiguées sont celles qui sont le plus actives dans le rapport à l'information, c'est-à-dire celles qui la partagent, qui la commentent ou qui ont un besoin de cognition plus fort et qui ressentent ce besoin d'aller croiser les informations pour se faire une opinion. Et c'est pratiquement une personne désormais presque sur 2 qui souffre de ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer une information. Donc, toutes ces recherches ont mis en évidence un lien fort qu'il est important de prendre en considération quand on réfléchit à la question du rapport à l'information, que ce soit dans la recherche, l'évitement ou la frugalité. C'est la fatigue, le lien entre fatigue informationnelle, RPS, c'est-à-dire donc les risques psychosociaux, et le bien-être, puisque les personnes souffrant de fatigue informationnelle souffrent aussi plus que les autres de pathologies type stress, anxiété, déprime, dépression, addiction. Vous voyez, c'est très, très joyeux pour démarrer cette journée. Mais face à ce flux d'informations, à cette fatigue informationnelle, il y a des stratégies de protection qui commencent à être mises en place sur le plan individuel, qui peuvent être diverses et variées et qui sont également complémentaires. Ça peut être la désactivation, par exemple, des notifications sur le téléphone portable qui concerne plus d'une personne sur 2. Le fait de ne pas allumer la télévision, presque un tiers des personnes. Surveiller son temps d'écran ou encore utiliser des sites pour contrôler les fausses nouvelles. Chacune de ces stratégies est d'ailleurs davantage utilisée par les personnes qui se déclarent être en fatigue informationnelle. Et c'est plus de 77% des Français, pour terminer un petit peu cette contextualisation, qui déclarent qu'il leur arrive de limiter ou de cesser de consulter les informations. Donc 77% des Français se placent dans une posture de frugalité par rapport à l'information. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ? J'en reviens à Benoît Raphaël, dont je vous parlais tout à l'heure, que ce n'est pas tant aussi la surcharge d'informations qui nous fatigue que tout le bruit qui est généré par cette information bourdonnante. Que ce soit dû à notre environnement surchargé ou au fait que nous soyons en permanence interrompus dans notre captation d'informations. La plupart du temps, Benoît Raphaël considère que l'on consomme une information, mais une information qui n'est pas utile pour nous. Donc pour la présentation d'aujourd'hui et la thématique qui nous intéresse, en préparant cette intervention, il m'est apparu important, voire nécessaire et fondamental, de repartir du concept d'attention pour mieux saisir celui d'évitement informationnel. Pourquoi ? Parce que la posture de frugalité, à mon sens du moins, nécessite une posture réflexive et que cette réflexivité, elle est induite par une attention. Il faut donc partir de là pour comprendre les formes d'éloignement de l'information.
Pour cela, je vous propose de repartir de la définition proposée par Yves Citon dans son ouvrage sur l'écologie de l'attention, qui nous explique de manière très simple que l'attention est une forme de présence à soi et à son environnement, intrinsèquement liée à l'écoulement du temps. Je ne puis être attentif qu'au présent. On ne peut me demander d'être attentif maintenant à ce qui s'est passé il y a 2 jours ou à ce qui se passera dans 1 heure. C'est aussi une des raisons pour laquelle on ne peut pas parler d'une forme d'accumulation de l'attention. Donc le concept d'attention et les travaux de Citon sont intéressants puisqu'ils nous proposent, pour réfléchir à l'attention et donc à notre rapport à l'information, d'observer et de comprendre ce qui se joue, mais au niveau global, c'est-à-dire d'arrêter de récuser un petit peu les explications qui se font d'un point de vue individuel. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé que notre attention, on en est maître, hein, mais finalement, l'attention relève essentiellement de phénomènes collectifs, qui sont des phénomènes induits la plupart du temps par des dispositifs médiatiques, mettant en circulation certaines formes plutôt que d'autres, et qui nécessitent donc d'analyser l'attention à partir du nous collectif. Cette attention, elle engendre également un principe de rivalité, une rivalité entre les objets sur lesquels on porte l'attention, mais aussi la qualité de considération que l'on peut accorder aux uns ou aux autres. Pourquoi ? Parce que quand j'augmente quantitativement mon attention, j'en réduis la qualité ou la logique. Vous pouvez par exemple m'écouter en ce moment, checker les mails de vos enseignants ou de vos collègues, regarder votre application Insta pour organiser la soirée de vendredi. Vous pouvez faire tout ça. Mais votre niveau d'attention sur ces 3 points ne sera pas évidemment le même. On peut aussi s'appuyer pour réfléchir à l'attention sur le concept de régime attentionnel qui est proposé par Dominique Boulier, qui rappelle qu'il peut y avoir notamment 4 régimes attentionnels proposés aussi par les médias. L'état d'alerte, qui est pour lui l'état qui va prédominer dans les masses médias, ça peut être tout ce qui va être lié au pop-up, au son. Vous voyez, toutes les musiques qui se déclenchent quand vous ouvrez Insta, Facebook, Snapchat, ce que vous voulez, et qui rend l'attention finalement sur la durée impossible, qui a pour effet de provoquer un zapping généralisé, un état d'épuisement important chez l'individu et qui va altérer en définitive notre lucidité. Il y a aussi l'état d'attention qui est recherché souvent en marketing et par tous les médias de manière globale, qui est l'objectif de nous faire atteindre une forme d'état considéré comme un état hypnotique. Vient ensuite le régime de projection, où en fait quand on va accéder ou consommer une information, on va le faire avec ses propres cadres, ses propres modèles, ce qui fait qu'on va s'immuniser par rapport aux stimuli extérieurs. Et enfin, l'état d'immersion, qui est plutôt l'état inverse, je dirais l'état d'ouverture, où on va parvenir à se fondre dans des environnements nouveaux, c'est-à-dire où on va avoir une certaine ouverture d'attention et donc une ouverture au niveau de la conscience. Pourquoi je vous parle des régimes d'attention sur cette journée consacrée à la frugalité informationnelle ? Parce que les régimes d'attention sont des facteurs invisibles. Invisibles parce qu'ils sont très liés à nos environnements, mais ils sont indispensables et très prégnants pour permettre d'expliquer nos fonctionnements et donc nos attentions à l'échelle individuelle. Cette économie de l'attention, comme le dit Yves Citon, elle relève d'une dynamique d'auto-renforcement circulaire, c'est-à-dire que l'attention va attirer l'attention. Il prend un exemple très concret en expliquant les rentrées littéraires qui ont lieu en septembre. Par exemple, si un ouvrage fait l'objet de critiques très très virulentes dans les médias, qu'est-ce que ça a pour effet ? Tout simplement, ça a l'effet d'attirer l'attention là-dessus. Même chose pour les films, pour les séries, etc. Donc en définitive, si l'on ne souhaite pas voir ce que l'on souhaite voir disparaître, il suffit plutôt de ne pas en parler. Ce qui nous amène à ce qui nous intéresse un peu plus précisément dans cette intervention, à l'évitement informationnel sur lequel on souhaite mettre un peu plus la focale. Donc pour ça, on va brosser quelques modèles de compréhension de cette théorie de l'évitement informationnel pour ensuite voir comment elle peut s'observer à travers des cas pratiques. Donc, si on reprend un petit peu l'historique, c'est surtout aux auteurs anglo-saxons qu'on doit ces réflexions sur l'évitement informationnel.
Il y a par exemple les travaux de Janice et Feshbach qui expliquent que face à une menace trop importante, trop brutale sur le plan émotionnel, un individu peut choisir d'ignorer l'information qui lui est donnée pour justement anticiper et limiter la tension que ça va susciter chez lui. Maslow, dans les années 60, lui, explique qu'on peut aussi faire le choix de ne pas s'informer si on sait que cela va générer un inconfort. Et en définitive, dans ce cas, la recherche ne va pas réduire l'anxiété, comme c'est le cas assez souvent, mais elle va au contraire permettre de s'en tenir éloigné. Donc recevoir, on le verra, et accéder de l'information ne réduit pas toujours l'anxiété, au contraire. On peut aussi aborder le modèle du comportement informationnel proposé par Wilson, qui a exploré les mécanismes que mettent en œuvre les individus lorsqu'ils considèrent que le fait de s'informer ne va pas ou peut permettre de résoudre leurs problèmes et que cette situation provoque chez eux un sentiment de faible efficacité. Donc ça va les conduire à éviter l'information. On a aussi, pour en terminer sur ces modèles principaux, le modèle proposé, CMIS, proposé par Johnson dans les années 97, le modèle Comprehensive Model of Information Thinking, où là, il explique que c'est des critères antérieurs qui vont finalement déterminer la stratégie de l'évitement informationnel. Il propose de prendre en compte pour ça la science de l'information. La science de l'information, c'est-à-dire prendre en compte les facteurs contextuels, l'expérience directe, autrement dit la connaissance par l'individu de situations antérieures qu'il a lui-même connues ou dans son entourage, qui peuvent générer chez lui soit la recherche d'information, soit au contraire le désir et la volonté de l'éviter. Donc ces modèles, que ce soit celui de Wilson, de Johnson, des autres, vont permettre de comprendre l'évitement de l'information par l'individu, que cet évitement résulte d'un acte conscient ou inconscient. S'intéresser à l'évitement informationnel, pour nous, c'est aussi, dans ce cas, indispensable de s'intéresser aux émotions. Ça fera peut-être écho un petit peu à la dernière journée que vous aviez organisée, puisque s'intéresser aux émotions va permettre de saisir les logiques de l'évitement informationnel. Et là, c'est pareil. Déjà, on voit que dans les années 77, Crozier et Friedberg avaient décidé de prendre en compte les sentiments des individus, en plus de l'observation de leurs attitudes, pour mieux saisir leur capacité à agir, c'est-à-dire comprendre en fait les logiques stratégiques sous-jacentes des individus. Plus récemment, sur cette question des liens entre émotion et rapport à l'information, les travaux de Jean-Hugues Deschaux, en 2015, il y a une dizaine d'années, sont intéressants, me semble-t-il, à mettre en avant aujourd'hui, puisque cet auteur propose d'étudier l'articulation des émotions avec l'action pour expliquer ce qui va faire agir un individu. Et il démontre finalement les influences mutuelles des affects et de la rationalité. Il faut garder en tête que l'émotion est évidemment constitutive de l'expérience humaine. Elle résulte de prescriptions sociales et elles sont aussi à considérer comme des objets communicationnels dont on peut observer une performativité sociale. Et ça nous renvoie aux travaux en cycle d'Aurélia Dumas et de Fabienne Marcelin-Juchat, dont je pense qu'elle a dû vous parler la dernière fois. On a aussi les travaux qui font la corrélation entre émotion et anxiété en recherche d'information, les travaux de Nicole Boubet, qui montrent que l'émotion va pouvoir faciliter ou au contraire venir inhiber le processus informationnel. Et que l'anxiété reste, ça on va le voir avec la première étude de cas, un problème assez caractéristique des recherches informationnelles qui sont jugées difficiles. On terminera en évoquant quand même le modèle proposé, l'élaboration du modèle ISP, Information Search Process, par Carole Culto, dans les années 90, où elle propose de s'intéresser aux problèmes que rencontrent les individus dans leur recherche d'informations, dans leurs interactions avec le système. Et elle en déduit notamment que c'est l'incertitude et la confusion qui vont caractériser les premiers temps de cette rencontre, mais qu'au fur et à mesure, l'état de connaissance va permettre en fait, d'améliorer ce rapport à l'information.
Elle met l'accent sur le fait qu'il est fondamental de prendre en compte la dimension affective que rencontrent les usagers lors d'une recherche informationnelle. Et dans nos recherches, notamment dans nos recherches en santé, sur les pratiques informationnelles et sur l'expérience informationnelle en santé, on a vu que la prise en compte des émotions des individus permettait de mieux saisir les procédés d'évitement informationnel, mais aussi de mieux comprendre les choix de médiation informationnelle qui sont proposés pour y remédier. C'est ce dont je vous propose de discuter maintenant, après la partie un peu contextuelle et théorique, en partant sur un premier cas d'étude, qui est celui de l'évitement informationnel en santé. Donc là, c'est le cas d'une recherche qui a été menée sur les maladies rares, et plus particulièrement où on a interrogé des généticiens, des infirmiers, des spécialistes de la maladie rare, mais aussi des familles, plus particulièrement des parents dont l'enfant est porteur d'une anomalie du développement et qui sont suivis pour ça et qui sont porteurs d'une maladie rare, qu'elle soit ou non diagnostiquée, parce qu'il faut savoir qu'une maladie rare sur 2 fait l'objet de ce que l'on appelle une ED, c'est-à-dire une errance diagnostique. Donc on se rend bien compte de la difficulté aussi du rapport à l'information quand on a juste des symptômes et quand on ne sait pas finalement quelle est la pathologie. Donc l'annonce d'une maladie rare, elle va perturber le cadre qui est établi et provoquer un important bouleversement émotionnel aussi chez les familles, chez les parents. Et ce bouleversement émotionnel, il a pour incidence principale d'altérer la capacité à interpréter les informations qu'ils vont chercher, mais aussi et surtout les informations médicales qui leur sont dispensées. L'annonce d'une maladie, qu'elle soit nommée ou pas, parce que la problématique et les malformations, elles sont nommées visibles, mais pas forcément le nom de la maladie, va faire qu'on est face à de nouveaux cadres qui vont générer une instabilité chez les individus, chez la famille. Les cadres des parents, là, en l'occurrence, sont altérés. On parle du cadre dans son sens proposé par Erving Goffman dans son ouvrage de référence « Les cadres de l'expérience », où le cadre est ce qui nous permet de reconnaître le type d'action qui va se produire et d'adopter finalement le comportement qui est jugé adéquat pour répondre. C'est-à-dire que dans la situation d'une annonce de maladie, là on prend le cas des maladies rares, mais ça peut être le cas de toute maladie grave, je dirais, c'est que ce qui a toujours été perçu comme un cadrage fictif, là en l'occurrence la maladie grave d'un enfant, devient un réel, inconcevable, quasi inacceptable pour ses parents, provoquant un état de choc tel que l'altération de la perception de la situation par les parents ne leur permet pas de saisir les informations qui leur sont données. Donc là, dans ces cas-là, l'information liée à une annonce de problèmes de santé graves, elle fonctionne comme un agir. On est face finalement à un énoncé performatif au sens d'Austin et il y a pour les parents un avant et un après. Donc du moment où il y a eu cette annonce de maladie grave, il y a une posture qui va, face à l'information pour ces familles, osciller entre la peur et l'évitement. Ça peut déjà être la peur d'aller effectuer des tests médicaux, le fait d'hésiter par crainte d'être confronté à la réalité. Mais c'est aussi, on a pu le constater, un évitement de recherche. Alors, on a les deux postures, soit la surinformation, quête de surinformation, soit évitement d'informations en lien avec les symptômes ou la pathologie qui ont été identifiés. Pourquoi ? Par peur de la stigmatisation ou de la réduction de l'individu ou de l'enfant à un symptôme, mais c'est aussi, on a pu le constater, une forme de protection, une certaine tactique, telle que le dirait Michel de Certeau, qui est déployée pour se protéger face à une situation difficile, mais aussi face aux tensions émotionnelles que cela peut provoquer. Donc on voit bien ici que la limitation dans l'accès à l'information, que ce soit un évitement pur ou une posture frugale, n'est pas le résultat d'un désintérêt ou d'un refus de s'informer ou de comprendre, mais c'est le résultat d'une émotion, d'une peur qui, en l'occurrence, face à des problématiques de santé importantes, est tellement forte qu'elle va freiner, voire inhiber l'activité informationnelle. Ça a aussi été démontré dans les travaux en anthropologie de la santé. Pour vous prendre un exemple plus concret, un généticien nous a expliqué qu'il avait un couple de parents portugais
et qui maîtrisaient mal la langue française et pour lesquels ils s'étaient démenés pour faire traduire un PNS, qui est un protocole national de diagnostic et de soins, qui leur avait remis en consultation et que ses parents avaient carrément refusé de prendre ce document-là. Ils en étaient, sur le coup, très heurtés, beaucoup dans l'incompréhension. Il nous expliquait que quelques mois après, quand il a revu la famille en consultation, de eux-mêmes, ils ont redemandé ce document et ils ont posé des questions dessus au médecin. Ce qui montre bien aussi que le rapport à l'information, à la recherche intense ou à l'évitement, elle est aussi à mettre en lien, je ne l'ai pas écrit là, avec la notion de temps. La temporalité dans le rapport à l'information peut être très différente et il faut prendre ce paramètre en considération. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première étude? C'est que le stress et l'incertitude des familles a été et est fortement réduit lorsque la démarche de recherche d'information est accompagnée, lorsqu'il y a aussi une anticipation par les professionnels des émotions que les parents peuvent rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, où un médecin, un généraliste ou autre détecte un problème, une anomalie. Mais il y a un gros laps de temps qui se passe entre ces premières détections de malformation, quand le parent voit qu'il y a un problème chez son enfant, et le moment où il va avoir la consultation avec le spécialiste de génétique. Il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, où là, en fait, on ne sait pas trop, et les parents sont en recherche intense, et donc tombent aussi souvent face à de la mauvaise information ou à des cas qui ne sont pas du tout représentatifs de leur enfant et construisent en fait une vision de la maladie de leur enfant qui n'est pas du tout celle de la réalité. Donc ce que font la plupart des spécialistes, c'est qu'ils font eux-mêmes des recherches en ligne avec les symptômes ou avec des mots-clés tels qu'une famille ou un parent pourrait le faire pour se confronter eux-mêmes au type d'informations ou d'images que les parents ont pu rencontrer avant d'arriver en consultation pour finalement assez souvent faire un travail de déconstruction avec les individus, avec les parents, des informations qu'ils ont rencontrées qui peuvent être erronées. Donc il nous semble qu'il y a encore une sous-estimation de l'importance de la médiation informationnelle, sachant notamment que dans le cas de la santé, un individu malade est susceptible d'assimiler des informations contraires, voire de modifier son opinion dès lors qu'il change d'interlocuteur. On peut considérer que ça peut être la même chose pour les usagers d'un système documentaire. D'où, à notre sens, l'importance des interactions sociales directes dans les dispositifs informationnels et dans la médiation qui est proposée. Voilà pour cette première étude. Je vous propose dans une deuxième étude de questionner non plus l'évitement, mais la frugalité, pour essayer de comprendre les stratégies sélectives d'accès aux sources d'information. Je ne me suis pas amusée à théoriser la frugalité informationnelle, puisque je sais que déjà le choix du terme pour la journée a été compliqué. Mais si j'essaie de réfléchir avec vous à ce qui pourrait différencier l'évitement de la frugalité, je considère que dans l'évitement, qu'il soit choisi ou pas, enfin conscient ou pas, il y a vraiment la dimension affective qui reste fondamentale. Alors que dans la frugalité, les affects ont, à mon sens, moins d'importance. C'est plutôt je vais faire mon petit marché, je pense que je choisis, mais on verra qu'en définitive, je ne choisis pas vraiment. C'est ce que je vous propose de réfléchir. Avec cette deuxième étude, que j'ai intitulée « S'informer, éviter bien quand la frugalité devient une stratégie sélective », où là, on change complètement d'univers, on laisse tomber la santé, ça vous parlera peut-être un peu plus, on parle des pratiques informationnelles des étudiants, avec un travail qu'on a mené avec le service commun de documentation de l'université Paul Sabatier. Ça a quelques années, ça a 2-3 ans, mais je pense que c'est encore intéressant. On n'abordera pas la partie en lien avec l'IA parce qu'elle a évidemment beaucoup plus évolué. On restera sur les choses dont on pense qu'elles sont encore d'actualité. L'idée de ces recherches, c'était de questionner, puisqu'on en a fait 2, les spécificités et les similitudes dans les pratiques informationnelles des étudiants, à la fois dans leurs pratiques quotidiennes et dans leurs pratiques universitaires. Donc il y a 2 enquêtes qui ont été menées 2022-2023 auprès des usagers, s'appuyant sur des enquêtes par questionnaire et après surtout sur des enquêtes qualitatives menées auprès d'étudiants interrogés. On s'est appuyé sur le modèle aussi de Pamela Mackenzie en 2003 qui a développé le modèle Everyday Life Information Thinking pour essayer de qualifier la recherche d'informations dans la vie quotidienne
et qui a mis l'accent sur le rôle des facteurs contextuels, sur l'utilisation et le partage de l'information, permettant aussi de dépasser un petit peu le paradigme du comportement informationnel qui, lui, avait davantage tendance à être lié à une action individuelle et assez décontextualisée. Alors, le rapport à l'information dans les usages quotidiens. Si vous voyez que je ne pense pas à faire switcher les slides, faites-moi lever les bras. En quoi l'information quotidienne des étudiants peut être considérée comme une pratique frugale? Est-ce que oui ou non? Donc, ce que je vous livre là sont les tendances générales observées dans ces 2 études. On a pu remarquer que quand ils évoquent Google, les étudiants, pour Google, l'information est performante. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux une information performante? La performance, on s'est rendu compte dans la recherche d'information qu'elle était fortement liée et associée à la pluralité des formats qui peuvent être consultés. Texte, vidéo, audio, images, mais également et surtout à la rapidité d'accès à l'information. Ce public-là a tendance à privilégier des moyens d'information numériques, notamment les réseaux sociaux, et délaisse plus fréquemment les médias traditionnels. Pourquoi? Les premières choses qui nous ont été remontées du pourquoi ils délaissent les médias traditionnels, plusieurs explications. La télévision, ce qui ressort le plus, c'est trop de bruit, trop de faits divers. La radio, la diffusion en direct n'a pas forcément les faveurs du public étudiant, mais qui lui préfère l'écoute de podcasts. Pourquoi des podcasts? Pour avoir accès à des informations directement en lien avec leur centre d'intérêt, un choix guidé par une sélection d'informations qui est déjà faite et la rapidité d'accès à ces informations. Pour le média presse, la posture est plus ambiguë, puisque la majorité déclare ne pas y faire appel pour s'informer au quotidien. Pourtant, ils sont nombreux à considérer que la presse reste une source d'information crédible, voire même la plus crédible. Et lorsqu'ils consultent les journaux, ils vont plutôt le faire exclusivement dans les versions numériques. On a constaté qu'il y avait une mise à distance aussi des formats papier. Donc, ce sont vraiment les éditions numériques qui ont la faveur. Pourquoi? Toujours les critères de rapidité, de simplicité d'usage, le fait qu'il y a des notifications qui sont reçues sur les smartphones qui correspondent à la manière dont eux s'informent déjà sur les réseaux sociaux. Donc, on a noté qu'il y avait une véritable similarité dans l'accès aux informations qui sont délivrées à la fois par les applications d'information générale avec celles délivrées par les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que dans les 2 cas, cela se concrétise par l'utilisation d'un appareil qui est devenu totalement central dans leur pratique, mais pas que chez les étudiants d'ailleurs, qui est celui du smartphone. Ce qui nous rappelle l'importance du médium dans le choix et les stratégies de recours de recherche d'information ou de mise à distance de l'information. Un petit point, toujours dans cette recherche d'information quotidienne, sur les réseaux sociaux, qui sont bien évidemment fortement ressortis et qui sont évoqués comme étant un réflexe naturel, puisqu'ils les utilisent déjà pour communiquer entre eux. Ça permet à la fois donc, de s'informer, d'échanger à propos d'informations, ce qui en différencie aussi l'usage en comparaison des médias traditionnels. On a pu relever chez eux la manière de penser et de réfléchir les réseaux sociaux comme quelque chose qui leur permettait d'avoir une interactivité importante dans leur pratique informationnelle. Je vous prends cet exemple extrait d'entretien d'un étudiant en 3e année qui nous a dit « Les réseaux sociaux, c'est un peu mieux que les journaux ou la télévision, là où on n'est pas en interaction avec les autres. En plus, les réseaux sociaux, c'est là où tout le monde est présent, tout le monde peut poser des commentaires, c'est le fait qu'on peut interagir, donner notre avis. » Donc on voit que ce paramètre de l'interactivité proposé est quand même fondamental. Ça leur permet aussi de leur dire d'adopter une posture dite active par rapport à l'information. Posture active, que ce soit via les commentaires, les discussions, les avis qu'il leur est possible d'émettre, de publier en ligne. Ils considèrent qu'ils ne sont plus dans une posture
passive des informations, comme il estime l'être face aux médias traditionnels, mais qui sont en posture d'acteurs, qui vont interagir, réagir avec d'autres, et finalement être capable de créer un espace commun d'intercompréhension, comme le disait déjà Baudouin et Velkovska, si je n'écorche pas trop, dans les années 2000, un espace commun d'intercompréhension qui rend possible la création d'un savoir partagé entre utilisateurs. Et donc les commentaires, qu'ils soient publiés ou bien seulement lus par les étudiants, vont permettre une forme de co-construction de sens par rapport aux informations qui sont diffusées. Qu'est-ce qui est ressorti comme outil plus particulièrement? Instagram et YouTube, qui vont permettre une démarche informationnelle dans deux directions. À la fois, rester en contact avec les amis et suivre plusieurs sources d'informations. Parmi celles qui sont les plus suivies, ça peut être des sources en lien avec des personnalités publiques ou des pages liées à leurs intérêts personnels. Instagram reste le premier réseau qu'ils utilisent pour avoir accès à l'information générale et se tenir informés. C'est aussi en lien avec des besoins d'appartenance générationnelle. Ils considèrent que l'accès est intuitif, facile d'utilisation lorsqu'ils sont en quête d'information. Et ce qui les intéresse, c'est qu'ils obtiennent là une information directement synthétisée, condensée. Un étudiant de 2e année, par exemple, nous disait quand on a juste 5 minutes à perdre, c'est facile d'avoir des mini-articles. On a les gros titres. Donc on voit déjà là qu'on a une mise en évidence d'un rapport investissement-coût qui tend vers une rentabilité maximale dans le rapport à l'information. Et qu'on est, et ce n'est pas péjoratif, c'est purement factuel, d'autres catégories le sont d'ailleurs, dans un rapport à l'information qui est évoqué plutôt, même s'il n'est pas verbalisé tel quel, de type consumériste. Instagram va permettre d'obtenir des résumés d'informations en quelques lignes. Mais il y a une espèce de dichotomie dans l'attitude par rapport à ces informations. C'est-à-dire que quasiment tous les étudiants reconnaissent utiliser Instagram pour s'informer, mais en même temps, ils ont quand même une posture réflexive là-dessus en disant qu'ils sont quand même un petit peu méfiants sur cet outil en tant que source d'information et qu'ils ne considèrent pas forcément que c'est le meilleur moyen de s'informer. Facebook, lui, est plutôt utilisé quand il est avec les camarades de promotion pour suivre des groupes associatifs, etc. On a pu voir aussi, on parle de questions générationnelles, mais là c'est beaucoup plus fait en interrogeant à la fois les étudiants de la première année jusqu'au Master 2. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi un décalage déjà dans l'utilisation des outils dès que les étudiants avaient quelques années de différence. Par exemple, Instagram est beaucoup moins utilisé par les étudiants de première année qui lui préfèrent Snapchat. Et l'autre réseau WhatsApp, lui, est plutôt utilisé pour communiquer à l'échelle de la cellule familiale ou amicale. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de ces usages? C'est que finalement, ils sont évoqués comme des choix, mais ils apparaissent... On ne peut pas dire que ce soit vraiment des choix. C'est plutôt le suivi de tendances auprès de groupes duquel le jeune va s'identifier. Ce qui nous renvoie à ce qu'on disait en première partie sur Citon et au parallèle au fait que l'attention doit être réfléchie dans une dimension collective. Parce que là, c'est le collectif finalement groupe, ou âge, ou groupe de copains ou de camarades qui va faire que les copains y sont. Finalement, j'utilise ce réseau-là, j'ai l'impression de choisir, mais c'est parce que le collectif auquel j'appartiens va utiliser cet outil-là que je l'utilise également. Et on avait essayé, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, que les caractéristiques de la temporalité propre au numérique, comme celle de l'instantanéité de l'information et du niveau d'étude, ne nous a pas permis d'essayer d'élaborer en fait un modèle type qui corrèle les temporalités, l'âge des étudiants et leurs pratiques informationnelles. C'est beaucoup plus complexe que ça. Néanmoins, on a réussi à mettre en évidence des points qui sont ressortis de manière assez importante, quel que soit l'étudiant, que ce soit un étudiant de première année, de master, etc. C'est l'importance du format court et de la dimension synthétique des vidéos. Pourquoi? Parce que le petit format, il va donner un sentiment d'être informé de manière globale, sans, entre guillemets, perdre de temps, ce qui nous a été dit plusieurs fois. La synthétisation de l'information qui est proposée leur apparaît primordiale. Anne Cordier l'avait déjà dit il y a déjà plusieurs années, mais c'est encore le cas il y a 2 ou 3 ans. Hugo Décrypte est encore très sollicité.
Et de plus en plus d'étudiants plébiscitent des formats encore plus réels, plus courts, avec les réels ou les shorts. Un phénomène qui est d'ailleurs plus observable chez les premières années et qui confirme cette envie, ce besoin d'être informé rapidement, synthétiquement, qui est un avantage pour les premières années et qui est peut-être plus questionné chez les étudiants de 3e année ou de master. On prend l'exemple d'un étudiant de 3e année qui nous a dit, en parlant de ces vidéos très très courtes, c'est un peu comme le fast-food. C'est une vidéo très très courte qui ne demande pas beaucoup de concentration. Donc, les étudiants voient dans l'extrême synthétisation temporelle de ce format un atout majeur. Mais le parallèle entre réel et fast-food met aussi en lumière des pratiques informationnelles qui privilégient un rapport consumériste aux informations, au sein duquel prime la notion de gain de temps. Donc, finalement, cette posture qui pourrait être considérée comme une posture frugale, hein, de n'utiliser que telle ou telle source d'information, participe aussi d'une économie de l'attention, mais qui finalement n'est pas forcément un choix, qui se révèle en définitive, je dirais, plutôt subi, parce que quand bien même on réduit les sources d'accès à l'information, le temps qu'on y passe fait qu'on va se créer dans une bulle informationnelle et qu'on va aussi se couper d'autres informations. On s'est dit peut-être qu'en les interrogeant sur la manière dont ils s'informaient dans le cadre universitaire ou académique, on allait avoir forcément des sources très très différentes et des pratiques très très différentes. Eh bien non. Là, c'est encore les vidéos qui ont le plus la faveur du public étudiant. Pas mal consulte régulièrement des vidéos en ligne, que ce soit pour ceux... là, on avait plus particulièrement interrogé des étudiants en sciences pour visionner des vidéos de vulgarisation scientifique. Beaucoup ont recours à YouTube. Ce sont les tutoriels qui sont les plus visionnés. Et nombreux sont ceux à avoir souligné en cours d'entretien qu'une bonne vidéo rapide pouvait remplacer efficacement la lecture d'un article scientifique. Donc là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de la part des enseignants et des bibliothécaires, des documentalistes pour montrer la plus-value d'un article scientifique par rapport à un tuto sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que le format a une importance très très importante dans la pratique informationnelle des étudiants, et le format ludique qui est très apprécié, puisqu'on a pu constater que quand on est dans une pratique d'approfondissement informationnel, c'est-à-dire quand on va rechercher une information approfondie, par exemple pour faire un exposé, rédiger un mémoire, etc., eh bien, on est face à une transversalité d'usage des outils numériques. Donc on va aussi utiliser ce qu'on utilise dans sa vie quotidienne, et plus particulièrement de YouTube. Donc la question de la frugalité, elle est aussi peut-être à réfléchir en termes d'outils numériques qui sont mobilisés. Les explications vidéo sont toujours considérées comme plus dynamiques. Pourquoi? Parce que la recherche par mots-clés va permettre d'assurer l'accès à toute une série d'études de cours de personnalités qui vont publier en lien sur leur domaine d'intérêt ou leur recherche. Et parce que souvent, l'information a fait l'objet d'un traitement préalable et que le fait qu'elle ait été traitée préalablement est considéré comme un confort finalement dans la recherche d'informations par ces groupes d'étudiants interrogés. Donc, nos résultats complètent aussi ce qui avait déjà été observé par Anne Cordier, qui atteste que le recours à YouTube pour hiérarchiser les informations délivrées en cours, et que ce dispositif se révèle encore jouer un rôle de support, d'organisation des connaissances de l'étudiant. Pour autant, je vous disais, il y a vraiment cette dichotomie entre la pratique qui est faite et la qualification de la confiance, puisque l'étudiant va aller plutôt vers des sources numériques, mais qui considère que les sources plus traditionnelles, et notamment papier, les ouvrages ou les articles de revues qu'il peut trouver à la bibliothèque, sont davantage légitimes à ses yeux. On a vu aussi que la culture du numérique n'est déjà pas homogène au sein même de la population et que quelques années d'études de différence suffisent à mobiliser des dispositifs informationnels distincts, donc à modifier les usages. Il apparaît donc que la pratique informationnelle, l'attention, tout comme la frugalité, engage directement non pas une simple question de génération, mais de tranche d'âge qui, je trouve, se réduit un petit peu de plus en plus. D'où l'importance d'une médiation informationnelle adaptée en fonction du type de public auquel on s'adresse, et encore plus chez les jeunes où l'écart peut être important, ne serait-ce qu'à quelques années. Ce qui veut dire que dans l'idéal, les enseignants
enseignants-chercheurs qui sont en interaction tous les jours dans les cursus des étudiants, mais aussi les bibliothécaires, les BU, les documentalistes devraient connaître les dispositifs sociotechniques mobilisés et maîtrisés par les étudiants. Et ce qui pourrait aussi leur permettre de réaffirmer leur rôle de médiateur informationnel. L'un des points les plus importants serait qui reste pour eux, pour les étudiants, la difficulté à évaluer l'information. C'est un terrain sur lequel sont spécialisés les bibliothécaires, les documentalistes et les enseignants, et qui pourrait être davantage investi. Et qui serait la capacité à savoir évaluer la qualité de l'information trouvée sur Internet, semble encore faire défaut chez cette catégorie. Or, il s'agit là d'un parfait exemple de translittératie pour lesquels les professionnels pourraient avoir une vraie plus-value. Donc, la perméabilité des contextes, on l'a vu d'usage, déjà observé dans les années 2010 par Karina Yuri, s'accentue. On voit que là, qu'on soit dans une démarche de recherche informationnelle ou de mise à distance dans le contexte quotidien ou académique, ou on peut dire, si on élargit professionnel, s'accentue. Ce qui, à notre sens, signifie que la définition d'un contexte, elle perd un petit peu de sa valeur dans sa capacité à expliciter des attitudes ou des pratiques informationnelles, et que finalement l'utilisation des outils et des formats en gagne de plus en plus. Donc si on essaie pour tenir dans les clous de l'intervention, me semble-t-il, de conclure, malgré des contextes très différents, comme on a vu sur ces deux études, dispositifs informationnels mobilisés par des étudiants versus dispositifs informationnels ou évitement mobilisés dans le cadre de maladies, on peut retenir ce qui reste important finalement dans la réception de l'information, c'est l'accompagnement. Également l'écoute, et on affirme qu'une posture d'écoute impacte favorablement l'appropriation et le traitement de l'information, et quel que soit le contexte informationnel, pas seulement médical. C'est surtout... Non, je ne l'ai pas faite, il n'y a pas la slide de conclusion. M'excuserez, je me suis dit, voilà, c'était ça. Oui, mais oui, non, je ne l'ai pas faite. Parce que c'était plus, je me suis dit, je vais conclure en réfléchissant en même temps à ce que je viens de vous dire. Donc... Et pour nous, il est important qu'il y ait une médiation informationnelle, quelle que soit la recherche ou la pratique qui est faite par un usager, quel que soit le type d'usager, mais aussi par le biais d'un dispositif humain, parce que c'est ça qui va favoriser la capacité de réception, l'assimilation et donc l'agir de l'individu face à une information ou des informations. Merci. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Donc, on va passer aux questions, bien sûr. Je vais faire circuler le micro dans la salle. N'hésitez pas à m'interpeller. Et on va également afficher, je pense notamment aux personnes qui nous suivent en distanciel, on va également afficher un QR code. Et d'ailleurs, les personnes qui sont dans la salle peuvent également s'en servir, qui vous conduit sur une plateforme qui s'appelle Slido. Vous n'avez rien besoin d'installer. Vous pouvez écrire vos questions si vous êtes en distanciel, ou si vous n'avez pas envie de parler dans le micro mais que vous êtes néanmoins dans cette salle. Voilà, donc normalement c'est très facile d'utilisation, mais n'hésitez pas à demander. Donc la séance de questions est ouverte. Si vous voulez que je vous apporte le micro, n'hésitez pas. Merci Mylène pour cette présentation très intéressante. Je me posais la question pour les maladies rares, puisque tu as parlé de ce cas-là, mais est-ce que par rapport à d'autres travaux sur les tendances des individus, des familles à chercher ou pas ou non l'information en matière de santé, est-ce que ça colle aux conclusions? Voilà, je pense en particulier au fait qu'autrefois les gens se fient à ce que leur disait leur médecin. Et de plus en plus, il y a l'injonction à se débrouiller pour trouver un sentiment qu'il faut aller justement chercher ailleurs, voire se méfier des diagnostics qui tombent. Voilà. Non, je dirais que ça colle quand même, parce que là, j'ai pris l'exemple des maladies rares parce que c'est un terrain qui est plus récent, qui a 2-3 ans. Mais j'avais déjà... J'avais questionné la question de la confiance et de la légitimité de l'information en santé à travers la question de la vaccination.
c'était avant le Covid, c'était 2016-2017, où j'avais fait une étude dans un cabinet de pédiatrie pour interroger comment les parents s'informaient et à qui ils accordaient leur confiance et leur légitimité par rapport au vaccin, puisqu'on sait que en France, la vaccination des enfants est obligatoire, à moins que vous décidiez de vivre totalement hors système. Et c'est très paradoxal, parce que c'est censé être une liberté, la vaccination, mais que pour le cas des enfants, ça reste obligatoire. Et il ressortait que les parents arrivent souvent en consultation, sont allés chercher mais de l'information, arrivent avec des questions, mais que finalement, c'est au médecin. Ça restait aux médecins, du moins, qu'ils accordent le plus de légitimité sur la question. Parce que et que finalement, quand il y a des parents qui sont il y a des parents qui sont assez hésitants en fait. La pédiatre qu'on a enquêté, les pédiatres nous disaient que quand ils ont des parents hésitants, en fait, c'est vraiment la discussion qu'ils peuvent avoir avec eux qui va faire pencher la balance et faire entendre aux parents qu'il est nécessaire de vacciner leur enfant. Donc je pense que le poids des professionnels et des spécialistes a encore son importance. Mais dans le cas des maladies rares, c'est tout à fait autre chose, parce qu'en fait, c'est souvent les symptômes qui sont identifiés par des généralistes ou autres, qui sont des non-professionnels. Et il y a aussi des cas où il y a des grosses bêtises qui sont dites, et ce qui retarde aussi énormément la prise en charge. Voilà. Mais la parole des spécialistes vaut encore, quand bien même les parents vont chercher l'information d'eux-mêmes. Souvent, ils arrivent déjà en fait avec de l'information qu'ils sont allés chercher. Et le rôle du praticien, du spécialiste, que ce soit maladie rare ou pas, est aussi d'aller déconstruire quand c'est faux. D'où l'importance, je dis, de l'interaction humaine et sociale dans cet accompagnement de médiation informationnelle, et de ne pas juste donner des choses ou des liens à les télécharger pour s'informer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Juste une petite remarque, quand vous dites que les étudiants vont vers des formats courts, condensés, moi j'ai le sentiment que ça concerne aussi les chercheurs. J'ai eu une expérience en sciences expérimentales, biologie, neurosciences, etc. Et la surcharge de production d'articles et l'injonction des chercheurs à produire toujours plus d'articles fait qu'aujourd'hui les chercheurs n'ont plus le temps de lire les articles en entier. Et je vois les chercheurs qui m'entourent se contenter de lire les résumés et faire que le résumé soit le contenu en fait. Et on a donc cette attitude-là aussi d'aller, de la part des chercheurs, des enseignants-chercheurs, de plus en plus vers des schémas, des formats courts, condensés, suffisants finalement à la captation de l'information. Oui, je pense que c'est super intéressant et que ça s'applique peut-être, alors je ne suis pas du tout spécialisée sur le sujet, mais que c'est peut-être plus le cas en sciences qu'on appelle sciences dures, entre guillemets, du fait qu'il y a l'injonction à publier vite, ce qui est beaucoup moins le cas en SHS, où on a quand même des délais plus confortables pour publier sans risquer de se faire griller la priorité sur nos terrains, ce qui n'est pas du tout le cas en biologie, en maths, en médecine, oui. Mais après, oui, c'est... Oui, et dans le cadre du CNRS, je ne sais pas, faudrait regarder. Hein. Peut-être qu'en SHS, il y a aussi au moins un peu cette injonction, dans le sens où l'HCERS intervient aussi et évalue les laboratoires, mais en réalité, entre parenthèses, les enseignants-chercheurs au regard de leur publication dans l'évolution de leur carrière. Bon, c'est une remarque annexe, mais en tout cas, ça a une influence réelle sur les contenus même de l'information et la captation de l'information de la part, dans le cadre d'un métier qui est celui d'enseignant. Oui, tout à fait. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que ces injonctions, même si l'HERS n'est plus censé exister, il y a toujours cette évaluation des enseignants-chercheurs sur le niveau et le nombre de publications, qui fait que souvent les enseignants-chercheurs s'hyper spécialisent aussi sur un point. Et le fait aussi d'être hyper spécialisé, ça a l'avantage que vous pouvez être invité sur des sujets très pointus, très précis. Mais en même temps, je trouve que c'est une double injonction, parce qu'en même temps, on nous demande d'être dans la transdisciplinarité, donc ça veut dire quand même être capable d'ouvrir son attention à des travaux, à des domaines scientifiques totalement différents, ce qui au début prend une certaine acculturation et prend du temps. Donc oui, pour conclure, on peut dire qu'on nous demande des choses qui sont pas tenables en termes d'attention, et qu'à un moment donné, on fait des choix. Mais qui reste, on a l'impression que c'est un choix individuel, mais ça reste guidé par le collectif, pour revenir à Citron. Ouais.
Moi, du coup, j'avais une question aussi au sujet notamment de la médiation et de l'accompagnement, et notamment pour les étudiantes et les étudiants du SCD. Est-ce que eux-mêmes identifient certaines personnes comme des médiateurs, des accompagnants privilégiés pour... enfin, déjà, est-ce qu'ils expriment le besoin d'une médiation et d'un accompagnement et identifient certains professionnels pour les accompagner dans cela? Je pense qu'ils ne sont pas assez visibles. Et je pense qu'il y a encore, mais ça c'est ce que je peux observer de l'extérieur, je pense qu'il y a encore trop de professionnels qui passent beaucoup d'énergie à mettre en place des choses in situ dans les BU par exemple, et qui attendent que les usagers viennent et qui disent bon, quand on les a, c'est bon, on peut faire des choses. Mais je pense qu'il faut dépasser ça, et qu'en plus de ça, bien évidemment de travailler l'accueil in situ et les choses qui sont proposées, il faut aller sur leur terrain à eux, c'est-à-dire il faut aller se rendre visible là où sont présents les étudiants, sur les réseaux qu'ils utilisent, etc. Et ça, c'est ce qui demande aussi que les bibliothécaires, les documentalistes soient fermés vraiment à l'utilisation de ces réseaux, dont l'utilisation ne fait qu'augmenter chez les jeunes pour se rendre visible et faire qu'il y ait déjà ce premier pas d'aller vers... Parce que c'est pareil, il y a une augmentation de consultation des collections numériques, et les collections physiques, qui sont pourtant aussi parfois très importantes et indispensables, ne sont pas assez utilisées, parce que les étudiants, des fois, ne font pas le pas d'aller... Disons que ce qui ressort, c'est plutôt l'espace. Enfin, dans les étudiants qu'on a rencontrés, c'est pas tant l'idée d'aller voir un médiateur, le bibliothécaire comme médiateur, c'est plutôt aller dans un cadre et qui est propice en fait au travail, où je sais que je vais me positionner et que je vais justement pas avoir l'attention perturbée de manière systématique, etc. Voilà. Mais encore faut-il arriver à les faire venir une première fois. Oui. Comme vous le disiez très bien, effectivement, on observe qu'une condensation des informations de plus en plus grande. C'est quelque chose qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais aussi avec aujourd'hui les IA, qui vous résument un papier de 40 pages en seulement 20 lignes, par exemple. C'est ce que, globalement, on a l'impression que tout le monde recherche à s'informer beaucoup plus vite, mais aussi, pourquoi pas, mieux. Ma question, c'est, selon vous, quel est le risque de ce réflexe-là, d'aller chercher des informations grandement condensées, en fait? Est-ce qu'il y a un véritable risque, et si oui, lequel? Le risque d'aller chercher que de l'information condensée, et notamment sur l'IA, puisqu'on a bien, je ne suis pas du tout spécialiste de l'IA, on l'avait un petit peu abordé là-dedans, mais j'en ai volontairement pas parlé parce que je trouve qu'en 3 ans, ça a beaucoup trop évolué, et que je suis moi-même exposée depuis 5-6 ans en tant qu'enseignante, et que clairement, c'est un truc qui me fatigue. Mais qu'on voit que tous les publics l'utilisent. Moi, j'ai des collègues, il y a même des chercheurs qui l'utilisent, et moi, volontairement, je boycotte cette utilisation. Mais pour moi, le risque, c'est annihiler, c'est un peu fort la pensée, mais je dirais de réduire la capacité de réflexion des individus, en fait, tout simplement. Parce que quand vous allez sur du synthétique et du court, ça a l'avantage, ça vous fait gagner du temps, mais ce synthétique et le court, il a été condensé par quelqu'un ou par une IA, donc en fait, c'est quelque chose de transformé, vous n'avez plus l'accès à la pensée brute d'un auteur ou d'un collectif, et pour moi, il est important d'aller se plonger dans les textes originaux. Je pense que ça empêche les personnes de réfléchir. De réfléchir et de construire les choses par leur propre pensée. Alors que c'est là justement la plus-value d'un humain comparé à une IA, et que de toute façon, c'est se leurrer et c'est reculer pour mieux sauter. Donc, je le vois avec des étudiants. Là, on a le cas, par exemple, d'une étudiante de M1 qui a des difficultés et qui a pondu un plan qui avait l'air très bien, avec des jolis mots. Et là, sa directrice de mémoire nous contacte, nous dit non, là, c'est pas possible, je fais un compilato, c'est le plan, on en est là, c'est même plus on va pomper des dossiers, c'est on va chercher des plans. Et là, je trouve que ça prend une mesure plus importante, parce que ça veut dire que on n'arrive plus, ça empêche les jeunes ou bien les adultes qui ont recours de réfléchir par eux-mêmes. Je pense qu'il peut y avoir des très bonnes choses sur l'IA et sur le cours. Mais voilà, si on l'utilise de manière, pour le coup, peut-être frugale, c'est-à-dire réfléchie,
par parcimonie, mais que le danger, c'est que ça devienne une pratique finalement quotidienne et qui au final va réduire la capacité de réflexion des individus. Là c'est plus personnel, hein, la réponse que je vous fais. Merci beaucoup de votre présentation. Je suis là. Moi, ma question, c'était est-ce qu'on est capable aujourd'hui de savoir si les pratiques informationnelles évoluent avec l'âge? C'est-à-dire, par exemple, si des personnes qui s'informaient il y a 5 ans sur Twitter, sur Instagram, passent progressivement, en prenant de l'âge, à d'autres types de sources, à d'autres pratiques informationnelles, ou est-ce qu'ils restent ancrés en fait dans leur pratique initiale? Alors, je n'ai pas fait de recherche particulièrement là-dessus, mais de ce que je peux vous en dire, du peu ce sur quoi j'ai travaillé et de ce que je vois, ce que j'observe aussi autour de moi, c'est qu'il y a quand même une évolution. Les personnes ne restent pas forcément que sur les mêmes outils. Et pourquoi? Parce que c'est ces idées de collectif, c'est-à-dire les jeunes y sont, ou le public qui m'intéresse ou avec qui j'ai envie d'interagir y est, donc je dois y être. Vous voyez, moi, je prends un exemple à titre personnel. WhatsApp, au début, je boycottais. Instagram, je boycottais. Et bien, je suis dans des groupes associatifs ou autres. Les gens y sont. Donc, finalement, pour pas louper le truc du groupe, du collectif, je m'y mets. Mais en même temps, ça me pourrit la vie. Donc, j'ai fini par désactiver toutes les notifications. Voilà, et vous voyez. Et après, ce qui est gênant aussi dans ces nouveaux outils, je trouve, c'est la porosité privée personnelle. Par exemple, au départ, WhatsApp était sur des choses de loisirs ou personnelles. Et maintenant, je ne sais pas vous, mais en contexte professionnel, moi, j'ai presque plus autant de groupes WhatsApp que de groupes personnels. Et où est la frontière, là? Vous voyez, on est en train d'un peu... voilà, c'est fatigant. Ça provoque de la fatigue informationnelle. Mais donc, pour répondre à cette question, je pense que les pratiques collectives font que les gens évoluent aussi dans les outils qu'ils utilisent. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent d'en utiliser certains au profit de d'autres, mais qu'on élargit la palette. Il me semble. Je vais prendre une dernière question qui a été postée sur Slido pour qu'on puisse garder et la pause café et le temps de parole des autres intervenants. Donc, j'en sélectionne une sur les deux qui ont été postées. C'était pour revenir notamment sur le terrain d'étude des maladies rares, avec la question des médecins qui sont donc censés faire de la médiation auprès des patients, des parents. Et la question est de savoir comment ils perçoivent cette mission, s'ils sont à l'aise. Vous disiez qu'ils vont eux-mêmes essayer de regarder les images auxquelles peuvent être confrontés les parents pour se former, mais est-ce qu'ils sont confortables avec ça? Alors j'ai été très étonnée et je pense que c'est assez... je dirais que là, pour le coup, c'est peut-être pas généralisable à toutes les pathologies. Parce qu'en fait, la particularité de la maladie rare, c'est que, ce que je vous disais en début, il y a de l'ED. Il y a beaucoup d'errances diagnostiques. Un cas sur deux n'est pas diagnostiqué ou met 5 à 10 ans à être diagnostiqué. Donc on arrive face à des familles qui ont des symptômes de, je sais pas, de malformation cardiaque, de vue, de ce que vous voulez chez l'enfant, mais sur lesquels on n'est pas capable de poser une maladie. Et le problème, c'est que quand on n'est pas capable de poser un diagnostic sur une maladie, les parents vont aller chercher par rapport aux symptômes et là vont tomber sur beaucoup de fausses informations. Et quand il y a beaucoup de fausses informations, ça rend plus difficile est l'acceptation du discours médical. Et si l'acceptation du discours médical est plus difficile, c'est la prise en charge derrière qui est plus difficile. Donc le job pour eux, c'est vraiment de travailler sur la prise en charge au quotidien, à défaut de pouvoir poser un diagnostic. Et pour ça, ils savent que d'entrée de jeu, il y a souvent un travail de déconstruction à faire par rapport aux informations qui ont été trouvées par les parents. Donc pour eux, ça fait vraiment partie de leur travail. Mais ça, je pense que c'est assez caractéristique de la maladie rare. Je ne pense pas qu'un oncologue ou un cancérologue ait ce même... je ne suis pas sûre qu'il ait ce même type d'approche. Et je n'ai pas enquêté ça pour être capable de le généraliser aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour les questions, pour la présentation, pour votre attention. Donc, on avait prévu à l'origine ambitieusement 15 minutes de pause café. On va essayer de raccourcir un petit peu la pause ne vous brûlez pas, mais voilà, on va raccourcir un petit peu la pause pour pouvoir reprendre dans une petite dizaine de minutes. Donc voilà, pour les personnes en distanciel, pareil, n'hésitez pas à prendre un café et à dans 10 minutes au bout du fil YouTube.